Monsieur Luc Robitaille est ingénieur junior, diplômé de l'Université Laval en génie agro-environnemental et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Occupant un poste de chargé de projet chez Fusion Expert Conseil, une firme de génie conseil spécialisée dans la conception de bâtiments agricoles, il se consacre principalement à la réalisation des nouveaux complexes laitiers. Il met à profit son expérience et sa passion de la production laitière pour accompagner les producteurs dans la réussite de leurs projets. Alors, je lui laisse la parole. Je pense que ça va être très intéressant. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience. Tout d'abord, il y en a plusieurs des fois qui me demandent « ingénieur junior, qu'est-ce que ça veut dire? » Moi, ce qu'ils m'ont dit au bureau, c'est « le vendredi, tu laves les autos des ingénieurs seniors. » Il m'en reste pour une couple de mois. Bon, les bâtiments d'élevage, c'est un investissement important pour vos entreprises. C'est des investissements majeurs, mais c'est aussi majeur à d'autres niveaux. Il s'agit de l'environnement de travail au quotidien dans lequel vous allez être pour les années futures. C'est aussi l'environnement de production de vos animaux. Si on regarde la période où la période active d'un gestionnaire au niveau de l'entreprise, souvent c'est de l'ordre d'une trentaine d'années. Durant cette période, si votre entreprise est en croissance, c'est à peu près certain que vous allez faire face à des projets d'expansion ou de mise à niveau de vos bâtiments. Certaines entreprises croîtent plus rapidement, les projets reviennent à une plus grande répétition, mais c'est tout un défi pour un gestionnaire de gérer un projet comme ça, d'essayer de ne pas faire d'erreur de débutant quand on fait un projet dans sa carrière. Donc, c'est de là que vient la planification et son importance. Cet après-midi, on va regarder quelques points importants qui touchent votre projet. Tout d'abord, on va faire un survol des lois et règlements qui s'attraitent à votre projet. On va regarder les étapes de planification qui sont importantes. On va discuter du budget, comment sélectionner les entrepreneurs et les fournisseurs. Et je vais vous donner quelques trucs qui peuvent faire la différence de votre projet. Ensuite de ça, on va faire une petite comparaison entre ce qui se fait au Québec et d'autres projets. On va essayer de faire une comparaison avec les États-Unis pour être d'actualité. Bon, tout d'abord, la loi sur les architectes. Est-ce que vous avez besoin d'un architecte dans votre projet et comment ça fonctionne? Vous en avez besoin si la superficie de votre bâtiment excède 300 mètres carrés ou si le bâtiment a plus de 2 étages. Au sens de la loi, on compte l'ensemble du bâtiment. Donc, si jamais vous faites un agrandissement simplement de votre laiterie, qui a une superficie moindre, si elle est rattachée à votre bâtiment et que la somme dépasse 300 mètres carrés, vous êtes assujetti à la loi des architectes. Les services d'un architecte ne sont pas nécessaires si vous faites une modification à votre bâtiment sans en changer l'usage ni l'enveloppe extérieure. On fait des rénovations intérieures, pas besoin d'avoir recours à un architecte. Pour les ingénieurs, la loi sur les ingénieurs dit que si votre projet excède 100 000 $ comme budget, vous devez faire approuver vos plans par un ingénieur. Quand on parle du 100 000 $, on parle de la structure, fondation, charpente. On n'inclut pas les équipements du bâtiment. Ensuite de ça, les règlements municipaux. Ces règlements-là, ils sont propres à chaque municipalité selon leur réglementation et leur schéma d'aménagement de la MRC. Dans le fond, vous devez respecter les distances séparatrices au niveau des marges de recul par rapport aux lots voisins, les routes. Et ensuite de ça, vous devez respecter les distances séparatrices par rapport à vos voisins. Ces distances-là sont en fonction de la taille de votre cheptel, de la gestion de votre fumier. C'est ça. Ensuite de ça, souvent on entend dans le champ, bon, ben, c'est pas si grave que ça, si mon voisin est trop proche, je m'entends bien avec, je vais lui faire signer une servitude, il n'y aura pas de problème, ça va passer à la ville. Ce n'est pas une pratique qui est encore valide en ce moment. Si vous êtes trop proche de votre voisin, vous êtes trop proche. Par contre, chaque producteur a un droit à l'accroissement de 75 unités animales par rapport au cheptel que vous aviez déclaré en 2001. Ce droit à l'accroissement-là est possible tout en ne respectant pas les distances séparatrices de vos voisins, jusqu'à une concurrence de 225 unités animales. Suite à ça, si votre projet est toujours non conforme, il y a toujours moyen de faire une dérogation municipale. C'est sûr que là, on augmente les délais, puis il faut se prendre un peu d'avance. Ensuite de ça, le règlement sur les exploitations agricoles, c'est le fameux REA. Ce que ça dit, c'est que vous devez respecter votre droit de production. Le droit de production, c'est votre fameux CA. Comment ça fonctionne? Les certificats d'autorisation, c'est en kilos de phosphore pour votre entreprise, puis c'est des marges mobiles d'environ 500 kilos.
Donc, il faut que vous restiez dans votre marge. Pour vous donner un exemple, 10 vaches représentent 500 kg de phosphore, 518 exactement. Donc, si vous avez dans vos bâtiments 10 vaches de plus que votre CA, c'est sûr, vous devez faire une nouvelle demande. Ensuite de ça, quand on fait une demande de CA, bien, vous devez avoir la capacité d'entreposer les fumiers pour une période suffisante et vous devez avoir un PAF en règle au niveau de l'épandage des lisiers. Si une demande de CA est nécessaire pour votre entreprise, c'est votre ingénieur puis votre agronome qui vont se coordonner ensemble pour réaliser la documentation. Ensuite de ça, la loi sur les produits alimentaires, qu'est-ce que le MAPAC exige? 1 mois avant le début des travaux, vous devez fournir vos plans de laiterie, salle de robot, salle de traite. Le MAPAC va vérifier si vous avez un accès propre à ces ondes, si vous avez une section pour se laver les pieds avant d'y entrer, si la ventilation est adéquate pour les salles de robot, et puis la distance par rapport au réservoir à fumier. Ensuite de ça, autre chose importante, si vous construisez une nouvelle laiterie ou vous changez le point de collecte du lait, d'en aviser assez d'avance les producteurs de lait du Québec. Puis aussi, si vous changez de système de traite, vous faites un nouveau bâtiment, assurez-vous d'être encore conforme avec la réglementation LCQ, ça se peut que vos procédures normalisées aient changé. Bon, maintenant on revient au calendrier de planification. Prenons exemple un producteur qui veut démarrer son projet printemps 2016. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou comment aurait dû étaler dans le temps la planification de son projet? Tout d'abord, moi, je lui aurais suggéré qu'à l'hiver 2015, faire des visites de ferme, voir les nouveaux bâtiments, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les nouvelles tendances. Suite à ça, songer qu'est-ce qui peut être applicable chez lui, commencer à faire des plans préliminaires, regarder les possibilités. Un coup qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on fait, on vérifie au niveau du financement. On fait un budget, une évaluation budgétaire de notre projet. On vérifie avec le financement si ça peut coordonner. Un coup qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, ça peut passer au financement. On fait une étude environnementale. Bon, est-ce que notre CA est suffisant? Est-ce que les voisins sont trop proches? On monte la documentation. Puis, on essaye de déposer la demande l'été précédent. Comme ça, on va être sûr d'avoir tous nos permis en temps quand va être venu le temps de débuter les travaux. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir, à l'été, il ne se passe pas grand-chose. C'est la période où vous êtes assez occupé, donc c'est normal que le projet soit un peu sur la glace. On s'arrange à l'automne d'avoir un plan pour soumission, c'est-à-dire un plan à 80-90% près de la réalité de ce que vous voulez construire. Ensuite de ça, à l'automne, c'est une excellente période pour débuter les soumissions. Les contracteurs ont fini la plupart de leurs chantiers, ils sont plus réceptifs, ils ont un peu plus de temps pour regarder ça. Ils ne sont pas encore bookés complètement pour l'année suivante, il leur reste de la disponibilité. Un coup que les soumissions commencent à rentrer, on valide notre cadre financier, voir si on était juste. Si le cadre financier va, on continue. Ensuite de ça, ce que je recommande aux gens, c'est l'hiver avant. Continuez à aller visiter des fermes. Un coup que vous avez votre plan, d'aller voir des étapes, voir si ce que vous vous apprêtez à bâtir est vraiment ce que vous vous attendez d'avoir, si c'est ce que vous voulez. Ensuite de ça, on finit de signer nos contrats avec les entrepreneurs, les fournisseurs d'équipements pour avoir tout acheté assez rapidement. Et à l'hiver, on se rassied avec notre ingénieur, avec les équipements sélectionnés. On s'assure que le plan soit conforme pour installer tous ces équipements-là. Et on est prêt à commencer au printemps. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même sur une longue période. Il faut prendre le temps de le faire. Si en ce moment, vous pensez bâtir ce printemps, bonne chance de faire tout ça d'ici le printemps. Ensuite de ça, lors de la conception, quelles questions qu'il faut se poser? Il y a un ordre à suivre. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Tout d'abord, on décide, bon, on s'en va-tu vers la stabulation libre ou on reste en stabulation entravée? Ensuite de ça, c'est quoi le système de traite qu'on envisage? La robotique, les salles de traite, les systèmes rotatifs, c'est dans les premières décisions importantes à prendre. Ensuite de ça, il faut définir nos besoins. Prendre chaque groupe de vaches et de savoir combien de places on a besoin pour chaque groupe. Que ce soit combien de groupes de vaches en lactation, les fraîches veillées, les vaches taries, les préparations veillage, les parcs de veillage, les veaux. On définit nos besoins. Ensuite de ça, on fait des plans préliminaires en fonction de répondre à nos besoins. Suite à ça, nous, c'est ce qu'on a développé au bureau. On a un genre de questionnaire qu'on remet aux producteurs. Puis, avec le plan préliminaire, on essaie de répondre à toutes ces questions-là. C'est des questions assez simples où on énumère toutes les tâches qui doivent être faites dans l'étable. Et il faut trouver une réponse à chaque question. Quand une vache va faire une caillette, où on va s'installer, comment on va travailler, quand ça va être le temps de distribuer la litière, sortir les animaux à l'extérieur, le camionneur va venir chercher les animaux de réforme. Si toutes ces questions-là sont répondues, puis on sait où on s'en va, le plan est éprouvé. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues, bien, c'est à nous d'améliorer notre concept. Un coup que le concept est sélectionné, bien, là, on peut aller plus en détail. Le type de logette, la litière qu'on va choisir,
Un coup qu'on sait avec quel litière on va travailler, on s'occupe des équipements à fumier, on finit par la ventilation et ensuite la structure. Ça ne donne rien de penser quelle structure on va mettre sur le bâtiment si on n'a pas défini notre concept, si on n'a pas les largeurs, le type de ventilation. Donc, il faut y aller par étapes. Ça paraît peut-être gros, mais inquiétez-vous pas, on est là pour vous aider et vous guider dans ça. Bon, la gestion du budget. Le budget, c'est le seul vrai patron dans votre projet. Il est au-dessus de vous. Si le budget dit non, c'est peut-être une bonne chose de l'écouter. C'est quoi le budget pour votre projet? C'est le maximum que votre financier vous a accordé ou c'est en fonction de votre capacité de remboursement et des autres investissements qui vont être à faire dans l'avenir pour l'entreprise? Donc, la définition du budget, je pense que c'est à vous de regarder ça avec vos conseillers là, en gestion et en financement pour avoir une bonne idée où est-ce qu'on peut aller. Au niveau du budget aussi, il faut faire attention parce que votre projet, il va avoir des effets sur votre trésorerie puis sur votre entreprise à court, moyen et long terme. On construit des nouvelles installations, il va y avoir des frais sur votre entreprise qui vont augmenter. Vous allez acheter des nouveaux équipements, il va y avoir des frais d'entretien qui vont s'ajouter. Vous allez avoir une nouvelle étape qui va être plus grande que l'ancienne, mieux ventilée, mieux éclairée. Attendez-vous à avoir des frais électriques beaucoup plus élevés et les frais d'assurance, ça c'est évident qu'ils vont augmenter. Il va y avoir une diminution de la main-d'œuvre. Normalement, on fait un bâtiment pour que l'efficacité du travail soit mieux, mais souvent, la diminution de la main-d'œuvre, c'est plus une augmentation de la qualité de vie. Donc, à voir comment chiffrer cette diminution-là. Puis l'autre chose, la période de transition entre vos installations actuelles et les nouvelles installations, ça se peut que vos performances diminuent un peu le temps de la transition. Surtout si vous passez stabulation entravée à libre, bon, il peut y avoir une augmentation de la réforme et une période d'adaptation qui vont faire que vos performances économiques vont diminuer. Bon, ici, on voit un exemple de budget. C'est une estimation budgétaire là, typique pour un étable à robot avec les 64 vaches en lactation ainsi que les vaches taries et une laiterie neuve. Dans le cahier de conférence, le budget est tout détaillé pour chaque section. C'est un genre de budget qu'on remet à nos clients, dans le fond, et un coup que les soumissions commencent, bon, bien, les gens ils tiennent le budget à jour. Quand la construction démarre, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va. On peut voir si on a pris de l'avance ou si on a des coûts moindres. Donc, c'est un outil assez primordial pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Bon, explosion des coûts. Ça arrive dans des projets, mais pourquoi ça arrive? Une des principales raisons, c'est ce qu'on néglige des postes de dépenses. Les principales qu'on a notées, système d'alimentation. Si vous refaites un système d'alimentation complet de l'entreprise, c'est beaucoup de coûts au niveau de l'installation, les frais électriques, donc c'est à prévoir et à bien budgéter. Modification de bâtiments existants. Souvent, c'est une partie qui est dure à évaluer, dure à chiffrer. Les entrepreneurs prennent ces genres de jobs-là à l'heure, ce n'est pas des prix fermés, donc ça peut causer des surprises. Ensuite de ça, souvent, on a les prix des équipements, mais s'assurer que les frais d'installation sont là, ça peut augmenter les coûts. Tout ce qui est équipement complémentaire au nouveau bâtiment. Exemple, vous construisez une étable avec le jet de sable. Bon, ça va vous prendre un petit chargeur et les équipements nécessaires pour manutentionner votre sable. C'est des grosses dépenses, il faut les budgéter dans l'ensemble du projet. Si jamais vous avez des problèmes avec le niveau de l'eau, ça vous prend un nouveau puits, système de traitement, des systèmes de réserve parce que la qualité de l'eau n'est pas adéquate. Ça prend une bonne partie du budget aussi. Si vous construisez une étable sur un nouveau site, bon, prévoyez chemin d'accès, il faut alimenter le bâtiment en eau, en électricité. Donc ça peut augmenter les coûts grandement. Pour la suite de l'explosion des coûts, faites attention à tout ce qui est les constructions d'hiver. Lorsqu'un bâtiment est construit l'hiver, ben, les frais pour le béton sont plus élevés. C'est normal, la compagnie n'a pas le choix de chauffer la pierre, chauffer l'eau, puis la facture, elle vous y est refilée. Ensuite de ça, tout le long de la construction, quand le béton mature, il faut qu'il soit protégé du gel, il faut que ça soit chauffé, abrillé. Donc, c'est des coûts. C'est sûr, les employés, des fois, travaillent moins vite, ça peut augmenter les coûts. Autre chose, il y a une période de dégel au Québec. Essayez de ne pas faire tous vos travaux d'excavation, de remplissage durant cette période-là. On fait ça l'automne d'avant, idéalement. Ensuite de ça, des postes qui peuvent être difficiles à contrôler, c'est sûr, il y a les temps caillettes. Si votre budget est fait, puis vous ajoutez tout le temps des choses en cours de route, les frais vont monter. Et les deux points les plus durs à contrôler, c'est excavation et électricité. Parce que c'est deux postes de dépenses où que les entrepreneurs travaillent à l'heure. Donc, l'excavation, c'est dur d'avoir des prix fermés. On peut faire des estimés. Puis l'autre chose, l'électricité aussi, c'est l'enfer. C'est du simple au double dans des projets. C'en est aberrant. C'est pour ça qu'au bureau, on a commencé à développer des plans électriques pour permettre aux producteurs
de faire soumissionner pour son projet, d'avoir un prix fermé, d'avoir une base de comparaison. Donc, la solution, un peu, ça reste la planification. Le processus de soumission. Combien de personnes ont fait soumissionner pour son projet? Idéalement, moi, je recommande 2 à 3, parce que si vous embarquez dans un processus de soumission où il y a beaucoup plus de soumissionnaires, ça va être long et laborieux pour vous, essayer de vous retrouver. Donc, ça ne donne rien d'en faire soumissionner trop. Ensuite de ça, assurez-vous d'avoir des prix fermés pour votre projet. Laissez le risque d'une mauvaise évaluation à l'entrepreneur et non à vous. S'il se trompe dans l'évaluation, c'est lui qui va en subir les conséquences. Ensuite de ça, comment comparer une soumission entre les entrepreneurs? Ça, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas autant détaillé entre un et l'autre. Au bureau, ça nous fait plaisir de s'asseoir avec vous, d'étudier les soumissions. Puis, si jamais il y a des détails, n'hésitez pas à demander au contracteur de clarifier certains points. Ensuite de ça, on vérifie qu'est-ce qui est exclu au niveau de la soumission de l'entrepreneur et on pose des questions. Ensuite de ça, demandez des références à l'entrepreneur. Vous pouvez contacter les anciens clients, mais je vous conseille aussi d'aller voir des travaux qui ont été réalisés par cet entrepreneur-là. Ce n'est pas tous les producteurs qui ont le même niveau de satisfaction ou de niveau de détail. Un entrepreneur peut avoir été apprécié par un client, mais il fait la même job ailleurs et un client n'est pas satisfait. Donc, à vous d'aller juger par vous-même. Contrat avec le contracteur. Les points à vérifier et à s'entendre. Qui est-ce qui fournit les matériaux? Le béton, le bois, la tôle. Est-ce que c'est l'entrepreneur ou c'est le client? Ça, c'est à bien s'entendre. Ensuite de ça, dans le contrat avec l'entrepreneur, qu'est-ce qui est fourni par l'entrepreneur? Y a-t-il des équipements qui vont avoir de besoin en location? Est-ce que c'est lui qui les paye ou est-ce que c'est vous? Bon, la grue pour monter les chevrons, les plateformes élévatrices, l'excavation à l'intérieur de l'étable. Ensuite de ça, entendez-vous avec une date de début, mais aussi une date de fin. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'étable soit prête vers cette date-là. Donc, c'est la date de fin qui est importante. Ensuite de ça, la meilleure façon de s'assurer que votre étable soit prête à la journée convenue, mettez une pénalité. Une pénalité pour les retards. Ça va vous aider à avoir ce que vous voulez. L'autre chose aussi, vous êtes peut-être un peu moins familier dans le monde agricole, mais dans le monde de la construction, il y a 2 semaines de vacances l'été. Puis souvent, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, si pour vous, entendez-vous avec votre entrepreneur comment ça va fonctionner, s'il prend 6 semaines ou non. S'il y a une partie de l'été où votre étable va se retrouver pas de toit, assurez-vous que ce ne soit pas pendant 2 semaines, pendant que le contracteur n'est pas là. Ensuite de ça, lorsqu'il vient le temps de payer l'entrepreneur, on s'assure d'avoir une quittance sur ses matériaux ou ses sous-traitants qui ont travaillé pour lui. Une quittance, c'est un papier qui prouve que lui a payé ses sous-traitants ou ses matériaux. Est-ce que vous ne voulez pas vous retrouver que la compagnie de béton arrive chez vous pour dire que le béton n'a pas été payé puis qu'ils prennent une hypothèque légale sur votre entreprise quand vous l'avez déjà payé? Ensuite de ça, la Commission de la construction du Québec, c'est la commission qui gère la loi de la construction. Ce que la loi dit, c'est que tout projet est régi par la Commission, sauf certains qui sont exclus. Les entreprises agricoles ne sont pas sujets au décret selon la loi. Mais si on lit attentivement, au nom de la loi, une exploitation agricole est une ferme mise en valeur habituellement par l'exploitant lui-même ou par l'entremise de moins de 3 salariés embauchés de façon continue. C'est peut-être pas clair, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense, d'entreprises aujourd'hui qui ont moins de 3 salariés. Donc, c'est à voir si votre projet est régi par la CCQ ou non et de vous entendre avec votre entrepreneur. Si votre projet est sous le décret, attendez-vous à 18 à 20 d'augmentation de frais au niveau de la main-d'œuvre. Ensuite de ça, on s'assure que notre entrepreneur a des assurances et des assurances suffisantes pour la valeur de notre chantier. Puis, c'est peut-être pas les choses les plus fun à parler, mais s'il vous plaît, entendez-vous au début du projet et non quand ça commence à mal aller. Bon, les petits plus qui font la différence. Bien maîtriser son projet. Quand je parle de bien maîtriser son projet, c'est de connaître son plan, de connaître où est-ce qu'on s'en va, de ne pas prendre le plan quand il arrive par la poste, d'aller le porter chez l'entrepreneur dans la demi-heure qui vient. Vous pouvez prendre le temps de le regarder. Quand l'entrepreneur a des questions, vous allez être en mesure de répondre. Accaparez-vous votre projet. Ensuite de ça, ayez un calendrier réaliste et bien défini pour que tous ceux qui ont à travailler avec vous durant la période de construction soient au courant et marchent dans la même direction. Essayez d'avoir tous vos équipements que vous avez besoin à temps sur le chantier. Ça veut dire, au début de l'hiver, quand vous parlez à votre fournisseur, les délais de livraison sont de 4 à 6 semaines, ça va bien. Mais quand vous l'appelez au mois de juillet,
c'est peut-être 8 à 10 parce qu'ils sont plus occupés. Puis là, ça peut causer des délais. On n'aime pas ça payer de l'intérêt, puis on essaye de retarder les achats puis d'ouvrir le prêt le plus tard possible, là, mais vous avez tous des grands garages là, pour la période de construction. Achetez vos équipements d'avance, faites-les livrer, mettez ça dans le garage, on mettra la machinerie dehors pour un petit bout. Ça va faciliter grandement les travaux. Ayez validé vos choix. Il y a assez de fermes de bâtis au Québec. Informez-vous, trouvez-en une qui va ressembler à ce que vous voulez bâtir. Allez la visiter pour vous assurer, avant d'investir des gros montants, de voir si ce que vous allez avoir, c'est ce que vous désirez. Sélectionnez-vous un entrepreneur qui a de l'expérience et qui vous avez confiance. Soyez présent sur le chantier. Il n'y a pas personne de mieux que vous pour vérifier si c'est conforme selon vos besoins. Puis s'il y a des changements qui surviennent, bon, bien, on en mesure les impacts immédiatement, puis on ajuste. Finalement, votre fournisseur d'équipement arrive, il a trouvé un équipement moins cher que l'usager qui serait disponible, votre budget était serré, mais si on change les équipements, il faut changer le plan, puis il faut changer la construction. Fait qu'on fait attention à ça. Puis même si vous planifiez tout, il faut que vous soyez conscient qu'il va arriver des choses, des retards, des anicroches, ça fait partie de la game. Bon, maintenant on arrive à notre petite comparaison entre le Québec et les États-Unis. C'est d'actualité en ce moment parce que, avec tout ce qui s'est passé avec le traité, souvent on entend parler qu'aux États-Unis, les coûts de construction sont beaucoup plus bas. Bon, je me suis posé la question, pourquoi les coûts sont plus bas? Ce qu'on entend parler, c'est, bon, c'est simple, les bâtiments, ils sont moins isolés qu'au Québec, la température est plus clémente. En plus de ça, ils ont pas mal moins de neige que nous. Fait que les structures sont moins imposantes, les charges de neige sont plus faibles. En plus de ça, eux sont avantageux. Ils ont pas mal de règles environnementales moins restrictives que nous. Aux États-Unis, on n'envoie pas beaucoup de béton dans le fond des logettes. Donc ça, c'est un autre avantage. Je me suis posé la question, est-ce que c'est les seules différences qui font varier le coût des bâtiments? Donc, on va faire une petite analyse. J'ai monté 2 projets au bureau rapidement. On va appeler le modèle A et le modèle B. On pourrait dire que le modèle A se rapproche un peu de ce qu'on fait au Québec, puis le modèle B peut-être un peu plus de ce qui se fait dans le Sud. J'ai pris le minimum des normes aux États-Unis, puis mettons ce qui se fait de maximum au Québec. Donc, vous voyez là, la largeur des logettes un peu plus grande dans le modèle A, les largeurs d'allées un petit peu plus grandes. L'espace mangeoire, on passe de 30 pouces à 19 pouces en raison du nombre de rangées. Donc, ça nous donne un bâtiment pour loger 120 vaches de 18 150 pieds carrés et 12 540 pieds carrés. Ce que j'ai considéré, c'est la section où on loge les animaux, pas d'équipement de traite, vraiment juste la section pour loger 120 logettes. Si on construit les 2 bâtiments au Québec, même coût de construction, même conditions, même charge de neige, même isolation. Le modèle A, ça revient à 708 000 et le modèle B, 511 000. Dans le fond, le 5 610 pieds carrés, ça représente près de 200 000 $ de différence. C'est vraiment parce qu'il y a plus de pieds carrés. Parce qu'au niveau des équipements, ça se ressemble, c'est le même nombre de logettes, il n'y a pas une grosse différence. Selon la méthode du DIRTA, c'est la dépréciation, les intérêts, les réparations, les taxes assurances. Je me suis basé sur la JDEX de juillet 2012. En coût annualisé sur 30 ans, ça fait une différence de 15 250 $ par année entre les 2 bâtiments. On va continuer notre analyse. Le coût par place. C'est un bon outil pour comparer comment le projet a coûté, comment ça t'a coûté par place dans l'étable. Le modèle A, on arrive à 5 900 $ par place. Le modèle B, 4 263 $. Il y a une petite différence, mais je pense que c'est encore acceptable. Mais est-ce que le coût par place, c'est le meilleur outil de comparaison ou ce ne serait pas de comparer le coût par vache? Parce que l'unité de production dans vos étables, c'est les vaches. Donc, on va comparer le coût par vache. Mais mettons qu'on pousse l'analyse un petit peu plus loin, puis que dans le modèle B, ils mettent 120 % d'occupation. Ça arrive qu'on retrouve ça aux États-Unis. Donc, on se trouve avec 144 vaches dans nos 120 logettes. On revient à notre modèle A. Disons qu'on a bâti l'étable un petit peu plus grande parce qu'on ne veut pas la agrandir tout de suite. Finalement, les vaches, ils produisent en nouvelle étape, fait qu'on a baissé un petit peu le cheptel. Fait qu'on se trouve que le quota n'est pas disponible, on ne peut pas l'acheter tout de suite. Donc, on se retrouve avec une étable à 90 % de sa capacité. Donc, dans nos 120 logettes, on a 108 vaches. Le coût du projet, quand on le ramène par vache, la différence commence à être pas mal plus importante. On passe de 6 500 $ à 3 553 $. C'est presque le simple au double. Si les 2 producteurs sont capables de faire le même lait par vache, ça commence à faire une bonne différence au coût des bâtiments.
Donc, la conclusion, c'est que, est-ce que les conditions géographiques, c'est la seule raison qui influence le coût des bâtiments par rapport aux États-Unis? Je ne crois pas. Je pense que le concept du bâtiment, le choix des matériaux, ils ont une pas mal plus grande influence. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez du contrôle là-dessus. Donc, c'est à vous de rentabiliser vos investissements. Là, ce qu'il faut comprendre, j'ai pris 2 exemples assez extrêmes, c'est pas de faire les bâtiments le plus petit possible, c'est d'investir où ce que c'est rentable pour vous. Si vous investissez dans le confort, il n'y aura pas de problème. Si vous investissez dans la céramique puis la brique, bonne chance pour le rentabiliser. Donc, en conclusion, il y a plusieurs points à considérer dans l'élaboration de votre projet. Selon moi, la période de planification de votre projet devrait être beaucoup plus longue que la période de réalisation de votre projet. Donc, ça, pensez-y. Puis, la planification de votre projet, c'est du temps, mais c'est du temps bien investi qui va se rentabiliser. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Reste avec moi. Alors, on est parfait sur notre timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Luc? C'était clair, c'était très clair. Est-ce que Déborah, tu as des questions en webdiffusion? Non. Encore une fois, on va remercier Luc Robitaille. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site bovin laitier? Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment AgriRéseau a évolué et pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.